It was a bit of a struggle, very mentally and physically draining, but we got done, so everything is okay. Partie 2. L'ordre. Le statut des discontinuités n'est pas facile à établir pour l'histoire en général. Moins encore sans doute pour l'histoire de la pensée. Vous en tracez un partage? Toute limite n'est peut-être qu'une coupure arbitraire dans un ensemble indéfiniment mobile. Vous en découpez une période. Mais a-t-on le droit d'établir en 2 points de temps des ruptures symétriques pour faire apparaître entre elles un système continu et unitaire? D'où viendrait alors qu'il se constitue? D'où viendrait ensuite qu'il s'efface et bascule? À quel régime pourrait-on bien obéir à la fois son existence et sa disparition? S'il a en lui son principe de cohérence, d'où peut venir l'élément étranger qui peut le récuser? Comment une pensée peut-elle s'équiver devant autre chose qu'elle-même? Que vous dire d'un fécond général? Ne plus pouvoir penser une pensée et inaugurer une pensée nouvelle. Le discontinu, le fait qu'en quelques années, parfois une culture cesse de penser comme elle l'avait fait jusque-là et se met à penser autre chose et autrement, ouvre sans doute sur une érosion du dehors, sur cet espace qui est, pour le penser, de l'autre côté, mais où pourtant elle n'a cessé de penser des origines. À la limite, le problème qui se pose, c'est celui des rapports de la pensée à la culture. Comment se fait-il que la pensée ait un lieu dans l'espace du monde, qu'elle y ait comme une origine et qu'elle ne cesse, ici et là, de commencer toujours à nouveau? Mais peut-être n'est-il pas temps encore de poser le problème. Il faut probablement attendre que l'archéologie de la pensée se soit davantage assurée, qu'elle ait mieux prise la mesure de ce qu'elle peut décrire directement et positivement, qu'elle ait défini les systèmes singulaires et les
enchaînement interne auquel elle s'adresse, pour entreprendre de faire le tour de la pensée et de l'interroger dans la direction par où elle s'échappe à elle-même. Qu'il suffise donc pour l'instant d'accueillir ces discontinuités dans l'ordre empirique, à la fois évident et obscur, où elles se donnent. Au début du XVIIe siècle, en cette période qu'à ou à raison on a appelé baroque, la pensée cesse de se mouvoir dans l'élément de la ressemblance. La similitude n'est plus la forme du savoir, mais plutôt l'occasion de l'erreur, le danger auquel on s'expose quand on n'examine pas le lieu mal éclairé des confusions. C'est une habitude fréquente, dit Descartes, aux premières lignes de réguler, lorsqu'on découvre quelque ressemblance entre deux choses, que d'attribuer à l'une comme à l'autre, même sur les points où elles sont en réalité différentes. Ce que l'on a reconnu vrai de l'une seulement des deux. L'âge du semblable est en train de se refermer sur lui-même. Derrière lui, il ne laisse que des jeux dont les pouvoirs d'enchantement croissant de cette parenté nouvelle, de la ressemblance et de d'illusion, partout se dessinant les chimères de la similitude. Mais on sait que ce sont des chimères. C'est le temps privilégié du trompe-l'œil, de l'illusion comique, du théâtre qui se redouble et représente un théâtre de quiproquo, des songs et visions. C'est le temps des sens trompeurs. C'est le temps où les métaphores, les comparaisons et les allégories définissant l'espace poétique du langage. Et par le fait même, le savoir du sixième siècle, le souvenir déformé d'une connaissance mêlée et sans règle où toutes les choses du monde
pouvions se reprocher au hasard des expériences, des traditions ou des crédulités. Désormais, les belles figures rigoureuses et contraignantes de la similitude vont être oubliées. Étant-tiendre les signes qui les marquaient pour rêverie et charme d'un savoir qui n'était pas encore devenu raisonnable. On trouve déjà chez Bacon une critique de la ressemblance, critique empirique qui ne concerne pas les relations d'ordre et d'égalité entre les choses, mais les types d'esprit et les formes d'illusions auxquelles ils peuvent être sujets. Il s'agit d'une doctrine de qui pro quo. Les similitudes, Bacon ne les dissipe pas par l'évidence et ses règles. Il les montre que scintillant devant les yeux, s'évanouissant quand on approche, mais se recomposant à l'instant un peu plus loin. Ce sont des idoles. Les idoles de la caverne et celles du théâtre nous font croire que les choses ressemblant à ce que nous avons appris et aux théories que nous nous sommes formés. D'autres idoles nous font croire que les choses se ressemblent entre elles. L'esprit humain est naturellement porté à supposer dans les choses plus d'ordre et de ressemblance qu'il n'y en trouve. Et tandis que la nature est pleine d'exceptions et de différences, l'esprit voit partout harmonie, accord et similitude. De là cette fiction que tous les corps célestes décrivant en se mouvant des cercles parfaits. Tels sont les idoles de la tribu, fiction spontanée de l'esprit. Auxquels s'ajoutent effet et parfois cause, les confusions du langage. Un seul et même nom s'applique indifféremment à des choses qui ne sont pas de même nature. Ce sont les idoles de forum. Seule la prudence de l'esprit peut les dissiper. S'il renonce à sa hâte et à sa légèreté naturelle pour devenir pénétrante et percevoir enfin les différences propres à la nature. La critique cartésienne de la ressemblance est d'un autre type. Ce n'est plus la pensée du
VIe siècle, s'inquiétant devant elle-même et commençant à se déprendre de ses figures les plus familières. C'est la pensée classique excluant la ressemblance comme expérience fondamentale et forme première du savoir, dénonçant en elle un mixte confus qu'il faut analyser en termes d'identité et de différence, de mesure et d'ordre. Si Descartes récuse la ressemblance, ce n'est pas en excluant de la pensée rationnelle l'acte de comparaison, ni en cherchant à le limiter, mais au contraire est l'universellant et en lui donnant par sa forme la plus pure. C'est en effet par la comparaison que nous retrouvons la figure, l'étendue, le mouvement et l'autre semblable, c'est-à-dire les natures simples, dans tous les sujets où elles peuvent être présentes, et d'autre part, dans une déduction du type tout A et B, tout B et C, dans tout A et C. Il est clair que l'esprit compare entre eux le terme cherché et le terme donné, savoir A et C, sous ce rapport que l'une et l'autre sont B. Par conséquent, si on met à part l'intuition d'une chose isolée, on peut dire que toute connaissance s'obtient par la comparaison de deux ou plusieurs choses entre elles. Or, il n'y a de connaissance vraie que par l'intuition, c'est-à-dire par un acte singulier de l'intelligence pure et attentive, et par la déduction qui lie entre elles les évidences. Comment la comparaison, qui est requise pour presque toutes les connaissances et qui, par définition, n'est pas évidence isolée ni une déduction, peut-elle autoriser une pensée vraie? Presque tout le travail de la raison humaine consiste sans doute à rendre cette opération possible. Il existe deux formes de comparaison, et il n'en existe que deux. La comparaison de la mesure et elle de l'ordre. On peut mesurer des grandeurs ou des multiplicités, c'est-à-dire des grandeurs
continue ou discontinue. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'opération de mesure suppose quoi la différence du compte qui va des éléments vers la totalité. On considère d'abord l'atout et qu'on le divise en parties. Cette division aboutit à des mités dont les unes sont de conviction ou d'empreinte pour les grandeurs continues et dont les autres pour les multiplicités ou grandeurs discontinues sont les unités de l'arithmétique. Comparer deux grandeurs ou deux multiplicités exige de toute façon qu'on applique à l'analyse de l'une et de l'autre une unité commune. Ainsi, la comparaison effectuée par la mesure se ramène, dans tous les cas, aux relations arithmétiques de l'égalité et de l'inégalité. La mesure permet d'analyser le semblable selon la forme calculable de l'identité et de la différence. Quant à l'autre, il s'établit sans référence à une unité extérieure. Je reconnais en effet quel est l'ordre entre A et B sans rien considérer d'autre que des deux termes extrêmes. On ne peut connaître l'ordre des choses en leur nature isolément, mais en découvrant celle qui est la plus simple, puis celle qui est puis celle qui en est la plus proche, pour qu'on puisse accéder nécessairement à partir de là jusqu'aux choses les plus complexes. Alors que la comparaison par mesure exigeait d'abord une division, puis l'application d'une unité commune. Ici, comparer et ordonner ne font qu'une seule et même chose. La comparaison par l'ordre est un acte simple qui permet de passer d'un terme à l'autre puis à un troisième, etc. Par un mouvement absolument ininterrompu. Ainsi, s'établissant des séries où le terme premier est une nature dont on peut avoir l'intuition indépendamment de tout autre.
et où les autres termes sont établis selon des différences croissantes. Tels sont donc les deux types de comparaison. L'une analyse et unité pour établir des rapports d'égalité et d'inégalité. L'autre établit des éléments. Les plus simples qu'on puisse trouver et dispose les différences selon les degrés les plus faibles possibles. Or, on peut ramener la mesure des grandeurs et des multiplicités à l'établissement d'un ordre. Les valeurs de l'arithmétique sont toujours ordonnables selon une série. La multiplicité des unités peut donc se disposer selon un ordre tel que la difficulté qui appartenait à la connaissance de la mesure finissent par dépendre de la seule considération de l'ordre. Et c'est ainsi justement que consistent la méthode et son progrès. Ramener toute mesure, toute détermination par l'égalité et l'égalité à une mise en série qui, partant du simple, fait apparaître les différences comme des degrés de complexité. Le semblable, après s'être analysé selon l'unité et les rapports d'égalité ou d'inégalité, s'analyse selon l'identité évidente et les différences qui pouvant être pensées dans l'ordre des inférences. Cependant, cet ordre aux comparaisons généralisées ne s'établit que d'après l'enchaînement dans la connaissance. Le caractère absolu qu'on reconnaît à ce qui est simple ne concerne pas l'être des choses, mais bien la manière dont elles peuvent être connues. Si bien qu'une chose peut être absolue sous un certain rapport et relative sous d'autres. L'ordre peut être à la fois nécessaire et naturel par rapport à la pensée et arbitraire
par rapport aux choses. Puisqu'une même chose, selon la manière dont on la considère, peut être placée en un point ou en un autre de l'ordre. Tout ceci a été de grandes conséquences pour la pensée occidentale. Le semblable, qui avait été longtemps catégorie fondamentale du savoir, à la fois forme et contenu de la connaissance, se trouve dissocié dans une analyse faite en termes d'identité et de différence. De plus, et soit indirectement par intermédiaire de la mesure, soit directement et comme de plein pied, la comparaison est rapportée à l'ordre. Enfin, la comparaison n'a plus pour rôle de révéler l'ordonnance du monde. Elle se fait selon l'ordre de la pensée et en allant naturellement du simple au complexe. Par là, toute l'épistémie de la culture occidentale se trouve modifiée dans ses dispositions fondamentales, et en particulier le domaine empirique où l'homme du XVIe siècle voyait encore se nouer les parentés, les ressemblances et les finités, et où s'entrechoisent sans fin du langage et les choses. Tout ce champ immense va prendre une configuration nouvelle. On peut bien, si on veut, la désigner du nom de rationalisme. On peut bien, si on n'a rien dans la tête que des concepts tout faits, dire que le XVIIe siècle marque la disparition des vieilles croyances superstitieuses ou magiques et l'entrée, enfin, de la nature dans l'ordre scientifique. Mais ce qu'il faut saisir et essayer de restituer, ce sont les modifications qui ont altéré le savoir lui-même, à ce niveau archaïque qui rend possible les connaissances et le mode d'être de ce qui est à savoir.
Ces modifications pouvant se résumer de la manière suivante. D'abord, substitution de l'analyse à la hiérarchie analogique au VIe siècle. On admettait d'abord le système global des correspondances, la terre et le ciel, les planètes et le visage, le microcosme et le macrocosme. Et chaque similitude singulière venait se loger à l'intérieur de ce rapport d'ensemble. Désormais, toute ressemblance sera soumise à l'épreuve de la comparaison, c'est-à-dire qu'elle ne sera admise qu'une fois trouvée par la mesure, l'unité commune, ou plus radicalement par l'ordre, l'identité et la série des différences. De plus, le jeu des similitudes était autrefois infini. Il était toujours possible d'en découvrir de nouvelles. Et la seule limitation venait de l'ordonnance des choses, de la finitude d'un monde resserré entre le macrocosme et le microcosme. Maintenant, une énumération complète va devenir possible. Soit sous la forme d'un recensement exhaustif de tous les éléments qui constituaient l'ensemble envisagé, soit sous la forme d'une mise en catégorie qui articule dans sa totalité le domaine étudié, soit enfin sous la forme d'une analyse d'un certain nombre de points, en nombre suisse suffisant, prise tout au long de la série. La comparaison peut donc attendre une certitude parfaite, jamais achevée, et toujours ouvert sur de nouvelles éventualités. Le vieux système des similitudes pouvait bien, par voie de confirmation successive, devenir de plus en plus probable. Il n'était jamais certain. L'énumération complète et la possibilité d'assigner en chaque point le passage nécessaire au suivant permettent une connaissance absolument certaine des identités et des différences. L'énumération seule peut nous permettre, quelle que soit la question à laquelle nous nous appliquons, de porter toujours sur elle un jugement vrai et certain. L'activité de l'esprit. Et c'est le quatrième point. Le consistera
donc plus à reprocher les choses entre elles. À partir en quête de tout ce qui peut déceler en elle comme une parenté, une attirance ou une nature secrètement partagée. Mais au contraire à discerner, c'est-à-dire à établir les identités, puis la nécessité du passage à tous les degrés qui sont éloignants. En ce sens, le discernement impose à la comparaison la recherche première et fondamentale de la différence. Se donner par l'intuition une représentation distincte des choses et saisir clairement le passage nécessaire d'un élément de la série à celui qui lui succède immédiatement. Enfin, dernière conséquence, puisque connaître, c'est discerner, l'histoire et la science vont se trouver séparées l'une de l'autre. D'un côté, il y aura l'érudition, la lecture des auteurs, le jeu de leur opinion. Celui-ci peut bien, parfois, avoir valeur d'indication, moins par l'accord qui s'y forme que par la mésentente, lorsqu'il s'agit d'une question difficile. Il est plus vraisemblable qu'ils s'en soient trouvés peu et non beaucoup pour découvrir la vérité à son sujet. En face de cette histoire et sans commune mesure avec elle, se dressant les jugements assurés que nous pouvons faire par les intuitions et leur enchaînement. Cela est eux seuls constituant la science. Et quand bien même nous arions tous les raisonnements de Platon et d'Aristote, ce ne sont point des sciences que nous arions apprises, semble-t-il, mais de l'histoire. Dès lors, le texte cesse de faire partie des signes et des formes de la vérité. Le langage n'est plus une des figures du monde, ni la signature imposée aux choses depuis le fond des temps. La vérité trouve sa manifestation et son signe dans la perception évidente et distincte. Il appartient au mot de la dire s'ils le pouvons. Ils n'ont plus droit à en être la marque. Le langage se retire du milieu des êtres pour entrer dans son âge de transparence et de neutralité.